Aujourd'hui dans Parlons-en, je vous propose une pause dans les semaines de très riches actualités que nous venons de vivre avec quelqu'un qui n'a pas peur de gros mots comme l'hospitalité, comme la vie commune ou comme des solutions. Un intellectuel qui vit entre l'Afrique, l'Europe et les États-Unis, qui trouve refuge autant dans Nietzsche que dans Frantz Fanon ou Bob Marley ou le zen japonais. Cet invité, c'est vous, Felwine Sarr. Merci d'être là. Vous êtes le grand invité de Parlons-en. On a beaucoup de choses à se dire et c'est parti. Et bonjour Felwine Sarr. Bonjour Pauline. Et merci d'être sur ce plateau. Comment vous présentez Felwine Sarr? Vous êtes sénégalais, vous êtes aujourd'hui professeur aux États-Unis, vous êtes tout à la fois philosophe, économiste, écrivain, professeur donc et musicien. Vous avez monté avec Achille Ememe les ateliers de la pensée de Dakar, vous avez coédité le Goncourt 2021, La plus secrète mémoire des hommes de Mohamed Mougarsar. On dit de vous que vous êtes l'une des figures de la pensée africaine contemporaine. Est-ce que vous êtes à l'aise avec cette présentation ? Non, je pense qu'elle est un peu dithyrambique. Je pense que je suis un être de la transmission. Je suis écrivain universitaire et toutes ces disciplines que j'entremêle et que je croise, elles partent du même geste, quoi. C'est-à-dire creuser dans son sillon, se nourrir des humanités, du monde, et tenter de transmettre ce que l'on croit avoir compris. Et je pense que c'est ça qui me définit un peu plus. Deux de vos livres ont fait date, Afrotopia, publié en 2016, et Habiter le monde en 2017. Et vous êtes l'invité cet automne du Centre Pompidou et du Festival d'automne autour d'un cycle de rencontres qui explore la question d'une vie commune. Prochain rendez-vous le 19 octobre avec Judith Butler. Il y en a beaucoup. Il y en aura un autre début novembre avec la réalisatrice Alice Diop. Quelle programmation disruptive que le choix de la former autour de la vie commune par les temps qui courent. Oui, parce que je pense que c'est un défi auquel nous ne devons pas renoncer, quoi. En dépit du fracas, du chaos, de la violence et de toutes les déliaisons, continuer à construire, à réfléchir, à penser comment vivre ensemble entre humains et même avec le non-humain, comment établir des sociétés de paix, comment ouvrir des espaces d'hospitalité et comment régler une vieille question qui est sortir de la communauté archaïque, quoi, qui se fonde sur le clan, la biologie, ce qui me ressemble, et comment admettre dans la communauté humaine tous les individus en respectant leur dignité et comment est-ce qu'on répond à ce défi qui est un défi sempiternel, qui n'est jamais totalement gagné, mais qui, en dépit de l'ombre qui s'épaissit, ne pas y renoncer. Et c'est ça que je trouve important, c'est-à-dire que ne pas finalement accepter et consentir à l'impossibilité d'une vie commune, quoi, et d'une mutualité. À propos de vie commune et de liens, notion sur laquelle vous travaillez beaucoup, et en cela vous avez puisé dans les ressources de la philosophie africaine. J'avais envie de vous poser cette question en apparence assez banale, mais qui fait écho au fracas du monde que j'évoquais à l'instant dans les titres et qu'on traite en permanence sur cette antenne. Est-ce que vous parvenez à aller bien dans le monde qui est le nôtre ? Non, je pense que c'est une lutte. Je pense qu'il y a une fatigue de l'âme, des fois. L'âme n'est pas en mesure d'absorber, quoi, toute la violence du monde qui est le nôtre. Et je pense que le travail est d'abord un travail individuel, justement, ne pas se laisser totalement démoraliser, décourager par l'actualité qui est la nôtre, et se dire que fondamentalement, c'est une histoire de l'histoire des communautés humaines. Et là, le travail de la pensée, c'est justement de prendre du recul, de faire œuvre de lucidité, de tenter la lucidité qui est une œuvre extrêmement difficile et de réinscrire les questions dans un contexte historique sur la longue durée, de regarder comment les sociétés fonctionnent, de voir quelles sont les questions qui reviennent, qui sont sempiternelles, quelles sont les réponses qui ont été apportées, même si elles ne sont pas définitives, et quelles sont les ressources sur lesquelles on peut compter. Et à son échelle, justement, quoi, faire œuvre de maintenir la lueur et de tenter de l'élargir. Et donc cette œuvre de maintenir la lueur, de ne pas consentir, de ne pas totalement s'avouer vaincu sur des questions qui sont complexes. Je pense que c'est notre travail, quoi, d'être des veilleurs, quoi, de tenter de veiller avec l'énergie de l'esprit et la puissance de la dignité humaine, quoi. On est dans un moment où on manque cruellement, pas nécessairement de repères, mais de phares, précisément. Oui, on en manque, puisqu'en fait, je pense qu'il y a une sorte d'avachissement des valeurs qui fondent notre humanité. Des valeurs pour lesquelles nous nous sommes battus, qui ne sont l'apanage d'aucune culture, d'aucun lieu, qui sont juste des valeurs humaines, et qu'il y a une sorte
de consentement dans le langage. Lorsqu'on observe le langage, on trouve que le langage est un espace qui est déjà détérioré, qui dégénère beaucoup. Et il dit beaucoup de nos aspirations, il dit beaucoup de là où nous mettons la barre de l'humanité. Et Frantz Fanon disait qu'il fallait travailler à amener l'humanité à un autre niveau, à un autre palier. Et cette œuvre de liberté et d'émancipation, elle n'est jamais finie. Elle est toujours à refaire, elle est toujours à reconstruire. Et je pense que c'est ce qui nous rend un peu là des fois, en voyant la répétition des conflits, la répétition du chaos. Mais si on s'intéresse aux humanités, on se rend compte que c'est une question ancienne. Les sociétés ont toujours été travaillées par des tensions destructrices. Et tous les grands textes mythiques, dès l'origine, posent la question de la déliaison. L'épopée de Gilgamesh, la Bible, le Coran, Caïn et Abel, Rachel et Léa, c'est la même question qu'elle pose. Dans les cosmogonies africaines, il y a toujours un couple primordial qui est tendu entre la paix et la disharmonie. Et tout le travail des communautés humaines, c'est de sortir de la tentation, de la dislocation de la communauté humaine et d'établir une capacité de vie commune et de paix. Donc c'est une ancienne question que nous reprenons aujourd'hui dans des termes nouveaux, dans des contextes géopolitiques qui ne sont pas les mêmes. Mais c'est la question de justement comment nous nous faisons communauté et comment nous vivons et pour quelle fin vivons-nous. Et je pense que inlassablement, nous devons la remettre sur le chantier, quoi. C'est intéressant ce que vous dites sur la fatigue de l'âme qui fait écho à la fatigue des mots. C'est vrai que depuis quelques mois, et notamment autour ici du débat public sur la situation au Proche-Orient, on a senti une fatigue autour des mots, y compris pour raconter ce qu'il s'y passe, mais aussi dans chaque camp qui ne semblait pas entendre les mots de l'autre. Et ça fait écho pour préparer cette émission. On vous a demandé de choisir, vous qui aimez tant la poésie et qui en écrivez vous-même un poème. Et vous avez choisi quelque chose, vous allez nous expliquer pourquoi, hérité de la philosophie zen, qui dit que sans parler ni écrire, on peut naturellement se comprendre. Expliquez-nous. Je pense que la musique, c'est un espace où on peut se comprendre sans parler ni écrire. Mais je pense que quand même le langage reste le lieu par excellence, le commun à travers lequel les communautés humaines produisent du sens. Et le premier problème, c'est que le sens vient d'un consensus autour de ce qu'il y a derrière les mots. Et la première grande difficulté et violence, c'est justement lorsque le sens est perdu. Lorsque juste ne veut pas dire juste, lorsque la paix ne veut pas dire la paix, lorsque l'humanité ne veut pas dire l'humanité, lorsque la dignité ne veut pas dire dignité, et lorsqu'à travers le langage, on veut représenter la réalité autrement qu'elle ne l'est, et qu'on veuille imposer par des opérations de langage un récit sur le réel qui n'est pas le réel. Donc c'est pour ça que l'espace du langage est important. Quand on veut violenter des gens, on les déshumanise, on dénomme d'abord leur humanité. Toutes les grandes violences contre les individus ont commencé par là, par une opération du langage. Donc c'est pour ça que, sans être idéaliste, rêveur et en étant aux prises avec la réalité, faire un travail qui restaure le langage est important dans la construction d'une vie commune ou d'une mutualité. D'abord, nommer exactement le réel, tenter de dire les choses telles qu'elles sont et ne pas défaillir à cette tâche-là qui est une tâche délicate. Ce qu'on a mis dans le mot paix ces derniers jours autour du plan Trump pour le Proche-Orient illustre tout à fait ce que vous venez de dire. Oui, ça l'illustre et ce que je souhaite, c'est que réellement qu'il y ait une construction politique de la paix, qu'après le traité, qu'il ne s'en aille pas, que tous les acteurs qui se sont mobilisés fassent en sorte que cette paix soit juste, qu'elle soit durable et qu'elle soit harmonieuse pour tout le monde, quoi. Et ça, c'est un travail. Donc, ce n'est pas juste un artefact ni un concept vide, il faut lui donner le sens profond qui est le sien. Vous voulez bien nous lire le poème que vous avez choisi pour cette émission et nous expliquer pourquoi vous avez choisi celui-là? Oui, j'ai choisi un poème qui s'appelle le Mulindi. Mulindi est une région au nord du Rwanda, à la frontière de l'Ouganda. Et j'y évoque mon père, qui était un soldat de la paix, qui était un casque bleu de l'ONU et qui a été témoin de plusieurs théâtres d'opération, donc le Darfour. Il a vécu le génocide des Tutsis au Rwanda. Il a été au Liban. Et c'était un soldat qui a passé sa vie à tenter de construire la paix, à tenter de résoudre ou de réduire des conflictualités entre des communautés belligérantes. Et il a appris le métier des armes, mais il a dû apprendre les arts de la paix. Et c'est un métier autrement plus difficile que celui des armes. Et donc, du coup, je l'évoque et je rends hommage à sa grande sagesse et à sa grande foi en l'humanité. Et ça reste un phare lorsque, justement, donc l'époque est sombre. Allez-y. J'entends les voix cochères de Kibouye dans l'écho d'un rêve finissant. Tragédie des jours sans retour, masque infini d'une sèche tendresse. Où êtes-vous, mes aïeuls, le long des corridors? J'ai cherché vos visages dans les processions de l'aube.
Rêver d'une rivière claire aux songes épicés. J'entends les voix cochères de Kibouye dans l'écho d'un murmure haletant. Gravissant les chemins de Moulindi à la recherche de ton ombre, où es-tu, Père aimé, dans l'interstice des mondes? Au cœur de ton souffle, j'ai aimé ta gloire silencieuse, eucalyptus planté là, imperturbable au milieu des flots. J'ai trouvé la paix incertaine des 10 heures de bonne aventure. Sous la lueur qui vacille, sous l'ombre qui titube, sous l'écrin de ton regard velu, j'ai demandé aux arbres le secret de l'enracinement, à l'astre du jour la constance de l'autocombustion, au grain celui de l'ensemencement, au lendemain la livraison précoce de leurs secrets, aux peines les rivages où elles s'éteignent, la tranchée qui m'abrite est faite de mots qui soignent. Qui êtes-vous, Fenouissar? Je le disais tout à l'heure, vous êtes d'abord sénégalais. Vous avez évoqué la figure de votre père, qui est effectivement un phare de votre vie, dont vous parlez régulièrement. Vous êtes natif de Niodor, vous êtes un insulaire. Qu'est-ce que cette insularité a façonné? Comment est-ce qu'elle a façonné celui que vous êtes aujourd'hui? De plusieurs manières, je pense qu'il y a déjà une belle île, un grand don de la nature, de grandir dans un espace qui est beau, qui est vert, un espace entre les eaux et les plaines, et où la biophonie a bercé ma tendre enfance. Mais je l'ai déjà évoqué, le fait d'habiter une île m'a installé dans un désir d'ailleurs, a installé chez moi une nécessité de voyager, de quitter l'île, d'aller découvrir le monde qui est au-delà des flots. Et je pense que tous les insulaires sont des grands voyageurs. Il y a une aspiration à découvrir le reste du monde, parce que le monde ne peut pas se limiter à votre île. Tout en y revenant souvent. Tout en y revenant souvent. Donc ça a été un point d'ancrage. D'abord un voyage au Sénégal, dans plusieurs villes du Sénégal, du fait des affectations de mon père. Ensuite, en dehors du Sénégal. C'est intéressant, vous dites que vous avez voyagé au Sénégal. Oui, j'ai voyagé, parce qu'en fait, en quittant Niodior, Dakar est un voyage. En allant à Kaolack, Tamba, c'est un voyage. Parce qu'on quitte une île, on traverse la mer, on revient sur la terre ferme et on s'embarque vers ces autres destinations-là. Et je pense qu'il y a aussi un sentiment d'une communauté qui est très puissante, parce que l'île, elle imprime la nécessité de la solidarité des habitants de l'île. Je veux dire, il y a une forme d'autonomie objective qu'il faut être en mesure d'assurer, assurer un certain nombre de besoins, être autonome, parce qu'il faut vivre dans l'île, et puis établir des relations avec le monde extérieur de l'île. Donc je pense qu'il y a tout un tas de détermination qui arrive du fait d'être... La géographie, elle compte, l'histoire compte, mais la géographie, elle compte énormément dans ce que nous devenons, Et les données initiales, même à notre insu, elles nous déterminent quelque part. L'Afrique, dans sa diversité, en revanche, n'est pas une île, pour reprendre le titre d'une exposition qu'on a vue il y a quelques années du côté de Cotonou au Bénin. Votre travail protéiforme, on l'a évoqué, on va y revenir, de penseur est axé autour de l'idée que le continent africain doit être au monde. Est-ce que parler au monde, est-ce que les verrous qui empêchaient peut-être jusqu'ici l'Afrique d'être ainsi au monde sont en train de sauter ? Je pense qu'il y a une question de réalité et de représentation et de discours. Je veux dire, le continent africain est le plus vieux réceptacle de l'expérience de l'histoire humaine. Quand on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité, il n'y a pas de gloire à en tirer, si ce n'est que l'expérience humaine la plus longue, la connaissance de la vie, est sur le continent africain. Donc ça veut dire que ces sociétés-là, elles ont des choses à dire au monde, puisqu'elles ont expérimenté des Adrey, des Ubac, elles ont expérimenté une pluralité de dimensions de l'existence, elles ont expérimenté un être comme collectif, une vie, elles ont fait face à des défis, elles les ont relevés, elles ont persisté dans leur être, elles ont énormément appris de ce que ça signifie être au monde. Et j'ai toujours trouvé problématique de résumer l'Afrique sous le vocable de quelques catastrophes, ça et là, des problèmes, des difficultés économiques et politiques, et de réduire l'âme de l'Afrique, ce que l'Afrique a à dire au monde, à ses difficultés et ses déficiences, comme si on réduisait l'Europe ou l'Amérique à ses manques ou à ses vulnérabilités. Et ça c'est une, je dirais, injustice sémantique, injustice dans l'ordre du discours. Et quand je dis ça, ce n'est pas une stratégie pour ne pas regarder là où il y a des difficultés. Je suis économiste, mon travail consiste à réfléchir, à répondre à des besoins fondamentaux. C'est ça mon travail, c'est ça que j'ai étudié à la base. Donc ce n'est pas une fuite du réel, c'est juste de dire que le réel est complexe, il a plusieurs dimensions, et peut-être que le continent, il est temps qu'il réarticule son rapport au monde, qu'il sorte d'une place qu'on lui a assignée et qu'il prenne en compte justement ses potentialités, ses richesses, son regard particulier, tout en restant dans le monde. Ce n'est pas une singularité, mais qu'il refuse les dictats discursifs qui lui sont imposés, qu'il refuse la place qui lui est assignée, qu'il refuse les rôles qui lui sont confiés et qu'il refuse aussi d'être l'objet d'un extractivisme économique, culturel,
spirituelle depuis certains siècles qui font que il donne plus que de raisons au monde et le monde ne lui rend pas assez ce qu'il devrait lui rendre. Donc, du coup, je pense qu'il y a un travail d'émancipation à faire, économique, culturel, symbolique, philosophique, qui est en cours. Je veux dire, les Africains n'attendent pas. Les sociétés sont totalement dynamiques, organiques. Il y a des défis. La gouvernance politique est un défi. La démocratie est un défi. Je veux dire, le bien-être dans certains endroits et la paix restent des défis. Mais les dynamiques des sociétés et le temps des sociétés fait que je refuse de les réduire à des défis que j'estime conjoncturels. Et je tente toujours d'avoir un regard qui a une profondeur historique, d'une part, et un regard qui voit quelles sont les dynamiques à l'œuvre. Un regard qui n'est pas statique, un regard qui voit ce qui se cherche, ce qui bouillonne, son inventivité, sa créativité, etc. etc. Et ça permet d'avoir un tableau beaucoup plus complexe. Et c'est ça mon travail, c'est d'essayer d'avoir un regard qui articule un tableau complexe du continent. Et c'est pour ça que de l'économie, j'ai évolué vers les autres sciences humaines et sociales, parce que la réalité, elle est multidimensionnelle, elle est protéiforme. On peut l'éclairer par plusieurs angles. Et si on veut vraiment avoir un regard de plus en plus lucide, et c'est mon obsession, quoi, travailler la lucidité du regard, il m'a semblé utile de regarder le continent africain à travers ses économies, à travers son histoire, à travers son anthropologie, à travers ses philosophies, à travers ses géographies, et tenter d'avoir un regard qui est beaucoup plus riche et beaucoup plus juste sur les choses. Le Sénégal n'est pas une île non plus, sauf là d'où vous venez, Felwine Sarr, mais il incarne, vous le saviez mieux que moi, dans cette région d'Afrique, un îlot de démocratie. L'élection présidentielle, la dernière, aurait pu faire basculer le pays dans l'inconnu. L'élection de Bassirou Diomaye Faye a ouvert une nouvelle page, c'est une nouvelle génération, c'est un nouveau style. Vous évoquiez en 2024 votre soulagement. Vous aviez fait part avec d'autres intellectuels sénégalais de votre grande inquiétude avant cette élection, à l'épreuve du temps, même si on est sur un temps court pour l'historien que vous êtes. Quel regard portez-vous sur cet élan qui est arrivé au Sénégal ? Déjà, je suis très heureux que nous ayons réintégré ce que j'appellerais une trajectoire normale entre guillemets. C'est-à-dire que nous avons vécu une crise et une épreuve, et le pays a réussi à rattraper le chemin de notre histoire politique depuis les années 60, malgré ses soubresauts et ses difficultés. Je veux dire, on n'a pas connu de coup d'État, on n'a pas connu de rupture de l'ordre constitutionnel. On a réussi à opérer des changements de pouvoir par la voie des urnes dans une relative paix. Et ça, pour moi, c'est un capital fondamental, je veux dire, dans le contexte dans lequel on est. Qu'est-ce qui distingue singulièrement le Sénégal de ses voisins ? J'essaie de ne pas tomber dans un récit sur l'exceptionnalisme sénégalais, tu vois, un peu narcissique et centré sur soi. Mais je trouve il correspond à oui, mais il y a une histoire singulière. Je pense que les pères de l'indépendance, je pense que Senghor, Abdou Diouf, Ablaye Wade, je veux dire, ont installé le pays dans une trajectoire. Je pense que la vitalité intellectuelle, culturelle et artistique du pays, le lieu que le pays est, un lieu de débat, de délibération, d'art, de culture, de négociation. Et je pense que les histoires aussi, l'histoire culturelle du pays, tout un tas d'éléments ont concouru à ce qu'il y ait un rapport singulier à la délibération, à l'être ensemble, et que le pays a réussi à tisser une identité nationale, a réussi à tisser une culture du débat, du dialogue, et a réussi à tisser une culture de la confrontation dans l'espace discursif. Et je pense que les investissements en éducation, la place des artistes dès le début a peut-être influencé la trajectoire du pays. Et puis la transmission intergénérationnelle, quoi. Chaque génération considère qu'il y a un héritage, il y a un legs qu'il faut préserver et qu'il ne faut pas faire moins bien que les anciens, etc. etc. et qu'il y a des acquis à préserver. Donc lorsque la démocratie a été en danger, le peuple, la société civile, les intellectuels, les artistes se sont mobilisés pour, à leur niveau, contribuer à ce qu'on retrouve une trajectoire démocratique. Maintenant, nous avons les problèmes de ce que j'appellerais la vie politique normale, quoi. Les défis économiques qu'il faut relever, les défis autour de la justice, les défis autour de notre place dans le monde, de notre rapport au monde. Et la tâche, elle est ardue, elle n'est pas simple. Et il ne faut pas croire que parce qu'on est sorti de la crise, que ça a résolvé automatiquement tous les défis qui sont les nôtres. Vous parlez de justice. Il y a quelques semaines, à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations Unies, Bassirou Diomaye Faye a été interrogé sur l'antenne de France 24 par Marc Perelman, qui l'a interrogé sur l'éventualité, l'opportunité, au sens premier du terme, de poursuivre éventuellement l'ancien régime à propos de la dette cachée. On va écouter la réponse, la question de la dette cachée, que vous connaissez mieux que moi. On va écouter la réponse de Bassirou Diomaye Faye et on en reparle juste après. Il faut convenir que l'ordre public et la paix civile reposent sur une justice équitablement distribuée.
je fais toujours la différence entre se faire justice et rendre la justice. Rendre la justice suppose respecter la présomption d'innocence de tout individu, respecter ses droits à une défense libre et respecter et lui assurer un procès juste et équitable. Et c'est ce à quoi nous nous en tenons au Sénégal. Quel que soit le citoyen qui est concerné, c'est les règles de procédure et le droit sénégalais qui va s'appliquer. Il ne saurait y avoir de présomption de culpabilité sur personne. Voilà la réaction du président sénégalais autour de ces soupçons de maquillage de comptes publics de l'ancien régime sénégalais. La distinction entre vengeance et justice, elle est primordiale? Elle est primordiale. Je pense que l'un des défis de nos sociétés africaines, c'est la redevabilité. C'est une exigence qui a été inscrite dans les aspirations du peuple sénégalais, mais je vais même au-delà du Sénégal. L'un des défis de nos gouvernances, c'est des régimes qui arrivent, qui ne font pas le travail, qui pillent les ressources publiques, qui sont corrompus, népotiques et qui s'en vont et rien ne se passe. Donc aucun signal envoyé au corps social que lorsqu'on est aux affaires, on doit rendre compte. Ce qui vaut pour le Sénégal vaut pour tant d'autres pays. Vaut pour tant d'autres pays. Maintenant, l'exigence, c'est effectivement que la justice soit équitable, que les présomptions d'innocence soient respectées, que les procédures soient impeccables et qu'on ne puisse pas soupçonner la justice d'être dans un acte de vengeance. Alors, je pense que c'est normal, c'est tout à fait normal que ce régime fasse un travail de redevabilité et de transparence. C'est ce que les Sénégalais demandent. Maintenant, les inquiétudes que les uns et les autres ont, c'est dans le respect des procédures, dans le respect de l'équitabilité des... Et ça, je l'entends. Mais je pense que c'est une exigence qu'il faut mener à son terme et qu'il faut justement qu'on poursuive sérieusement parce que ça fait partie du progrès démocratique d'une société, que ceux qui étaient aux affaires puissent se rendre compte de la manière dont ils ont géré les affaires et c'est tout à fait normal. À propos de justice ou de juste retour des choses et de procédés impeccable. Vous avez été, et je ne l'ai pas rappelé tout à l'heure, le co-auteur avec Bénédicte Savoy du rapport sur la restitution du patrimoine culturel africain demandé par le président Macron. Rapport qui préconisait sans détour le retour définitif et sans condition d'objets du patrimoine sur le continent africain spolié pendant la colonisation. Ce rapport a fait grand bruit. Le président Macron l'a accepté en l'état. Il a enclencher quelque chose. En revanche, là, dans les faits, dans la liste des objets qui doivent être rendus, on est encore loin du compte. Il y en a eu une petite trentaine vers le Bénin au début de l'année 2021, mais il y a des milliers d'objets encore en suspens. Est-ce que vous êtes de ceux qui regardent le verre à moitié plein en disant « bon, quelque chose s'est enclenché » ou là, vous trouvez que le temps est trop long et qu'il est urgent de procéder aux restitutions très concrètes? Ce que j'aimerais rappeler, c'est que lorsqu'on avait écrit le rapport, on avait plusieurs temporalités. Court terme, moyen et long terme. Et pour nous, le court terme, c'était 5 ans. Pour mettre en place un dispositif, un savoir-faire de la restitution, il y avait plein de préalables. On y est là. Des préalables juridiques, il y avait des préalables épistémiques, etc. etc. Et sincèrement, je ne m'attendais personnellement pas à ce que les 30 trésors royaux du Bénin soient rendus tout de suite. Parce que j'anticipais que ça allait prendre du temps. Ne serait-ce que pour les questions légales et législatives. Donc à ce moment-là, j'ai trouvé que l'histoire s'accélérait et qu'une fenêtre importante était ouverte. Bien évidemment, depuis, les choses ont largement ralenti et elles devraient reprendre. Mais ce que je note, c'est que ce rapport a ouvert la voie à un débat sur les musées globaux. Des pays européens, l'Allemagne, la Belgique ont emboîté le pas. Dans tous les musées qui détiennent des objets ethnographiques, la question de la légitimité de la présence des objets, de la provenance des objets, de l'histoire des objets, et les poser à nouveau frais. Et il y a une sorte d'intranquillité quand on n'a pas fait le travail de justice patrimoniale. Donc je trouve que le rapport a eu une sorte de puissance tectonique qu'il a créé un débat au-delà de la France, au-delà de l'Europe, dans le monde, et qu'il a repositionné et qu'il a re-questionné le rapport à ce qu'on appelle la justice épistémique et patrimoniale. Donc du coup, le bilan que je fais, ce n'est pas juste de dire le nombre d'objets rendus. C'est de dire oui, effectivement, il faut accélérer le processus. Et les États africains doivent aussi formuler des demandes importantes et faire comme le Bénin a fait. Le Bénin s'est engagé politiquement, culturellement, économiquement, pour faire le travail. Certains États ont des objets, ont fait des demandes, d'autres ne le font pas et ne montrent pas un grand engagement aussi à réclamer les objets qui leur sont dus. Donc la responsabilité, elle est partagée. Il y a aussi un contexte qui est peu favorable, où je dirais la montée des extrêmes droites en Europe fait que on lit cette restitution sous le prisme de la repentance, et etc., etc., etc. Donc il y a aussi des contraintes structurelles politiques liées
à l'état des opinions ou des assemblées nationales européennes. Donc ce jeu-là, donc on est pris dans ce jeu. Mais j'essaye de ne pas juste lire exclusivement ce qui se passe et de ne pas le mesurer au nombre d'objets rendus. J'essaie de le mesurer dans la dimension de tous les effets qu'il produit. Et pour moi, les effets de réflexion, de pensée, de discussion, de repenser les musées, de repenser comment les objets peuvent circuler sont aussi sont engagés. On va quand même s'arrêter sur l'un de ces objets dont il est question ces derniers mois. Il s'agit d'un tambour-parleur réclamé par la Côte d'Ivoire. On va en découvrir des images et on en reparle juste après. C'est un travail minutieux, fait de patience et d'observation. Donc tu as retrouvé quand même la place d'un des deux morceaux. Ouais. C'est un morceau qui est conséquent quand même, ça fait quoi, 15 cm sur 5 cm. Oui, c'est quand même super d'avoir pu le trouver. Malgré sa taille et son poids, près de 4 mètres pour une demi-tonne, ce tambour est devenu très fragile suite aux attaques du temps. Il a plus d'un siècle et a subi les attaques d'insectes xylophages avant sa conservation en France. Donc l'idée, c'est de consolider le bois dans sa structure de manière à ce qu'il retrouve une certaine densité, une certaine cohérence et une solidité qui va permettre de le manipuler. Et aussi de consolider en surface des zones qui sont fragiles. Ce tambour fut confisqué au peuple bidjan par l'armée française lors de la colonisation au début du XXe siècle. Ramené en France vers 1930, il intègre successivement les collections du musée ethnographique du Trocadéro, puis du musée de l'Homme, avant de rejoindre les collections africaines du Quai Branly en 2006. Le son de ce tambour à fente, qui est taillé dans un tronc d'arbre, de bois dur, permettait de communiquer via le langage tambouriné. Il est devenu le symbole de la résistance anticoloniale, puisqu'il permettait de communiquer entre villages et de se cacher pendant la colonisation. La restauration de ce tambour de guerre terminée, il sera mis en caisse, prêt à repartir en Côte d'Ivoire, son pays d'origine. Voilà, la loi pour permettre la restitution de cette pièce à la Côte d'Ivoire a été adoptée cet été en confisquant les objets et se faisant la mémoire. On confisque une partie de l'imaginaire, dites-vous souvent. Qu'est-ce que ça veut dire? On confisque une partie de l'imaginaire, on soustrait des briques du patrimoine et de l'histoire, de la créativité, des données spirituelles d'un peuple, surtout quand le peuple réclame qu'on lui restitue un objet qui lui permet de continuer son œuvre de créativité et d'exprimer son rapport au monde. Donc, imaginez juste qu'on prenne toutes les peintures religieuses des églises de France et qu'on les emmène à Dakar. Et qu'on vide les musées en France et toutes les traces de l'histoire de France ou de sa créativité ou de son rapport au monde ou de son génie artistique et de son génie spirituel vont aller germiner ailleurs et faites juste le contrefactuel. Parce que généralement, quand on est né dans cette discussion-là, je veux dire, c'est simple de se rendre compte pourquoi c'est normal et important qu'il y ait une justice patrimoniale. Et des fois, on nous oppose l'argument de l'universalité, qui ne tient pas. Les œuvres seraient universelles si elles sont à Paris, elles sont au Louvre, et elles ne seraient pas universelles si elles sont à Dakar, à Abidjan, à Cotonou. Cette proclamation de l'universel à partir d'un lieu. Et puis, où on nous renvoie l'argument de l'autochtonie, comme si l'idée que les œuvres soient chez elles empêchent ces œuvres de circuler, elles empêchent le dialogue, elles empêchent le partage du patrimoine. Et c'est toujours un regard qui est européocentré, je veux dire, et qui fait que la difficulté de se décentrer est vraiment importante. Et puis, il y a tout un tas d'impensés. Donc, du coup, ce tambour-parleur, c'est un moment de l'histoire de la communauté ébriée en Côte d'Ivoire. Il a un sens, il a une signification. Et des fois, même les œuvres ont besoin qu'il y ait un regard juste sur elles. Il y a des communautés qui connaissent la signification profonde de ces œuvres-là et qui savent entretenir le rapport adéquat. Elles se retrouvent ici dans des musées. Les gens les regardent comme des objets exotiques. Ils ne savent pas trop de quoi. Elles n'ont pas l'importance qu'elles devraient avoir. Et puis, sous des arguments techniques, muséaux, de conservation et tout un tas de discours qui tentent à légitimer leur présence, on fait œuvre d'injustice patrimoniale. Donc, ce tambour-là est très intéressant. Récemment aussi, un crâne a été rendu à Madagascar. Et c'était aussi important de le faire parce que justement, la communauté réclamait le retour. Et c'était intéressant aussi de voir le débat épistémique qui a eu lieu puisque l'ADN était dégradé. Donc on n'arrivait pas à attester que c'était le bon crâne. La communauté a créé un rituel. Une dame est entrée en transe. Elle est entrée en possession de l'esprit de ce roi-là. Elle a reconnu que c'était lui le roi. Et j'ai trouvé intéressant ici que la cosmologie
de Madagascar, et c'est ces savoir-là, et puis attester scientifiquement, quasiment. Voilà, scientifiquement, que c'était le bon crâne, etc., etc. Et il y a eu des débats aussi sur le bon calendrier. Oui, puis qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur l'incapacité des musées africains à conserver correctement, selon une vision assez centrée à nouveau, correctement ces œuvres. Les Africains créent des objets, les gardent pendant des siècles, les conservent pendant des siècles. On vient leur spolier ces objets, puis on vient leur dire vous ne savez pas les conserver. D'ailleurs, on ne les a pas pris dans des musées. Il y a plusieurs foyers patrimoniaux. Ils peuvent repartir dans les musées, bien sûr, mais ils peuvent repartir dans des centres spirituels, ils peuvent repartir dans des demeures, ils peuvent repartir dans plusieurs lieux pour activer le corps social à travers une pluralité d'intensité. Et dans les cosmologies, dans certaines cosmologies africaines, les objets sont comme des êtres humains. Naissent, grandissent, vieillissent, se cassent, on les répare et ils meurent, et puis on les recrée. Donc les objets ne sont pas là pour défier le temps, rester dans l'éternité du regard. Ils sont là pour être dans un cycle de vie. Comme le film, les statues meurent aussi, de Alain René et Chris Marker. Les objets vivent et meurent. Donc ils sont dans une cosmologie justement de l'émergence. Donc ça veut dire que là aussi, réfléchir en rapport à l'objet. Ce n'est pas juste la question de la conservation. Cette question-là, elle relève d'une épistémologie. Elle relève d'une fonction qui est attribuée à l'objet. Et c'est là où le débat est intéressant. C'est que les Africains qui ont créé leurs objets leur ont donné des sens et des significations qui ont été aplatis. On a recouvert d'autres significations, d'autres couches sémantiques. Et restituer, c'est réouvrir le sens des objets et récupérer une pluralité de sens qui ont été justement ensevelis sous l'œuvre d'art, etc. C'est intéressant ce que vous dites sur la catégorie d'objets ethnographiques. La vie des statues, les réparer, ça fait écho au kintsugi japonais. Absolument. C'est forcément de réparation des porcelaines, notamment grâce à de la poudre d'or. Décoloniser les imaginaires, ça vaut pour le patrimoine artistique. C'est aussi reprendre possession du récit. Vous disiez il y a quelques années à propos des Sénégalais qui quittent leur pays nombreux. Je parle des Sénégalais, mais on pourrait parler de beaucoup de pays africains. Et vous disiez qu'il y a quelques années, dans une interview que j'ai lue pour préparer cette émission, que, en ce sens, là-dessus, pour le coup, le Sénégal avait perdu la bataille des imaginaires parce que vous n'aviez pas réussi, je vous cite, à garder l'espoir en lieu sûr pour une certaine proportion de la jeunesse, ni réussi à rendre nos espaces suffisamment désirable. C'était il y a quelques années. Est-ce que le nouvel élan démocratique au Sénégal change les choses? Est-ce que là-dessus, quelque chose est en train de se renverser? Il y a une corrélation qui a été notée claire entre les départs en pirogue et les luttes démocratiques. Et à un moment donné, au cœur des luttes démocratiques, les départs en pirogue avaient diminué. Et c'était intéressant aussi, je pense que les sociologues ont noté qu'à des moments donnés où les gens se sont impatientés, parce que les retombées économiques tardaient à venir, que les départs été réenclenché. Donc je crois qu'il y a une vraie corrélation ici entre l'espoir dans la possibilité de mener une vie digne, épanouie dans ce lieu et les départs. Mais j'aimerais aussi qu'on ne limite pas les départs dans leur perspective économique. Souvent, c'est l'angle que l'on regarde. Vous dites que c'est un leurre? Oui, je pense que c'est insuffisant comme lecture. Ouais, c'est totalement contre-intuitif. Les individus prennent la route pour continuer à naître, pour accomplir leur destin, pour aller découvrir le monde, pour avoir un usage du monde, pour inscrire leur vie dans une aventure, pour sortir d'un cercle étriqué de relations et élargir la perspective qu'ils ont de leur existence, pour faire aventure de leur vie. C'est un élan fondamental. Ce n'est pas juste les ressources économiques, c'est se voir ailleurs, tenter une autre aventure, partir à la rencontre du monde, c'est grandir et sortir des liens de la communauté et s'inventer. Et cette dimension-là, elle est absolument importante. Des gens ont des ressources économiques convenables, mais ils trouvent leur vie, elle n'est pas assez riche. Ils veulent la réinventer dans d'autres lieux. Ils veulent se réinventer en tant qu'individu, et ça compte fondamentalement dans le désir du mouvement, du voyage et de l'ailleurs. Et des choses simples, la curiosité. Voir le monde, faire l'expérience du monde, ne pas être confiné. Moi, je viens d'une île, sur quelques kilomètres carrés, faire une expérience plurielle, riche, rencontrer autrui. Parce qu'on croit que c'est juste des gueux qui veulent déverser leur faim sur les rivages des terres riches. Non, c'est les gens qui ont envie de faire un usage du monde. Au Moyen-Âge, Bakary II, empereur du Mali, riche, construit des caravelles
et va en Amérique avant Christophe Colomb parce qu'il veut voir ce qu'il y a au-delà des mers. Il va aller à la rencontre du monde. Et cet élan-là, il ne faut pas oublier que c'est Homo sapiens sapiens qui passe par le détroit de Gibraltar et qui peuple le monde et qui explore la vaste étendue. Donc toutes ces dimensions-là, il faut les articuler. Bien évidemment, il y a des contraintes économiques, mais il y a aussi des contraintes sociologiques. Il y a des manières, il y a des rapports à la réussite que les gens veulent établir là où ils sont. Il y a aussi le désir du monde, le désir d'un usage du monde. Il y a aussi le désir de continuer à naître, de grandir et de faire récit et aventure de sa vie. Je vois la couverture d'Afrotopia derrière vous. Pour autant, vous passez une grande partie de votre travail aussi pour montrer que l'Afrique a ses propres ressources, sa propre désirabilité, d'une certaine façon. Oui, c'est ça l'idée. C'est vraiment d'éviter les écueils du discours misérabiliste et du discours de l'optimisme qui est forcé, etc., et de juste tenter de regarder le réel dans sa complexité. Et cette complexité du réel-là, c'est justement, d'une part, de faire face aux défis du continent, de tenter de les comprendre, parce qu'ils sont spécifiques. Je veux dire, ce n'est pas juste... Il n'y a aucune fatalité. Je veux dire, s'il y a un conflit politique quelque part, il y a une genèse, il y a une histoire politique, une histoire économique, une histoire sociale, entremêlée, complexe, qu'il faut regarder dans sa singularité et lui appliquer les outils d'analyse. Sur la grille de lecture qu'on a imposée oui. Depuis des siècles. Oui, depuis des siècles. Une grille de lecture dichotomique, simpliste, fataliste, je veux dire, des fois déterministe à souhait. Et c'est pour ça que le travail des sciences humaines est hyper important, parce que ça permet de renouveler les regards, renouveler les grilles d'interprétation et de montrer qu'elles sont enchevêtrées. Et que chaque problématique sur le continent a sa singularité. Si on veut comprendre le Soudan, il y a toute une histoire spécifique à cette région du monde qu'il faut comprendre. Il n'y a aucune fatalité. Et en même temps que cela, regardez tout le reste. Les histoires sociales, les histoires culturelles, les richesses, les potentialités du continent, la créativité, les forces économiques, les forces sociales, et justement tenter de dresser un tableau juste parce que complexe. Vous avez fait votre propre Baccarides, Felwine Sarr. Vous êtes allé aux États-Unis, vous aussi. Vous êtes prof à l'université de Duke en Caroline du Nord, aux États-Unis. Vous qui connaissez bien les États-Unis et qui avez, je le disais, vous avez étudié en France, vous y avez travaillé, enseigné, vous avez été aussi bien sûr prof à l'université Gaston Berger à Dakar. Quel regard vous portez sur les États-Unis de Donald Trump ? Non, je trouve que c'est un moment très difficile parce que tous les espaces ont leurs ombres et leur clarté. Il n'y a pas à idéaliser une société. Je veux dire, la société américaine avait réussi à se rendre désirable à travers ses arts, mais à travers aussi ses universités, à travers la manière dont elle rayonnait culturellement dans le monde. Et le champ de réflexion. Et le champ de réflexion ouvert. L'horizon, ouais. Une pluralité épistémologique et une grande liberté épistémologique. Il se referme. Il se referme. D'ailleurs, c'est ce qui m'y a attiré. C'est-à-dire que j'ai fait 13 ans à Gaston Berger à Saint-Louis en enseignant l'économie et je désirais enseigner les humanités au sens large. Et j'ai eu cette proposition de venir à Duke dans un département où je pouvais enseigner ce que je voulais en termes d'humanité. Et je pouvais élargir mes horizons épistémologiques et je pouvais aussi emmener l'Afrique là-bas et m'ouvrir à un corpus qui n'était pas le mien. Donc cette grande liberté académique et cette grande liberté intellectuelle a été l'un des attraits. Pourquoi j'ai tenté l'aventure pour aller enrichir mes données épistémologiques et existentielles. Et ça, c'est en train de se refermer. Et je ne comprends pas un régime ou un peuple ou une administration qui scie la branche sur laquelle elle est assise. Je veux dire, la puissance de ce pays, sa puissance économique, sa puissance, son rayonnement se fondent sur le savoir et la culture d'abord. Avant les industries, avant les produits manufacturés, avant un certain nombre d'éléments qui aujourd'hui occupent le cœur du discours. Et fondamentalement, les sociétés se fondent sur le savoir. Elles sont knowledge-based. Et celles qui investissent dans le savoir s'en sortiront le mieux. Et tu ne peux pas faire ça. Et ça, c'est totalement contre-intuitif de scier systématiquement la branche sur laquelle on est assise. Maintenant, je me dis, il faut regarder le grand arc historique des sociétés et que la plupart des universités, des bonnes et des grandes universités, elles existent avant la nation américaine, avant 1776, avant l'État américain. Donc elles sont anciennes. Je pense qu'elles résisteront au bourrasque. Elles sont affectées, bien évidemment, mais qu'elles traverseront ce temps-là. Et que peut-être la question pour elles, c'est comment traverser cette tempête. Ce même Donald Trump qui a fait retirer cette photo de plusieurs édifices publics, on en a parlé beaucoup il y a quelques semaines, celle de cet esclave au dos flagellé pour, je cite, rétablir la vérité et la raison dans l'histoire américaine. Non, ce n'est pas le cas du tout. En fait, si on veut, et c'est là où le travail des universitaires est important, Derrida disait faire profession de vérité. L'université est un lieu où on fabrique la vérité.
scientifique, la vérité des faits, la vérité sur le climat, la vérité sur le racisme, la vérité sur l'histoire coloniale, la vérité sur le genre, etc., etc. Et un régime qui ne souhaite pas la vérité, qui souhaite produire un récit alternatif, des faits alternatifs, n'a pas intérêt à ce que les gens travaillent à rétablir les vérités sur une base objective. Donc du coup, ça, c'est un déni de réalité, c'est un déni d'histoire, et c'est problématique. Mais c'est l'histoire d'un régime ou c'est l'histoire d'une société? C'est l'histoire d'un régime issu du choix d'une partie de la société, un choix démocratique. Et d'ailleurs, ça me permet de dire que la démocratie reste un idéal à parfaire, parce qu'elle permet ce type de choix-là. Et je pense qu'il y a des critères qualitatifs qui doivent être intégrés dans le geste démocratique pour faire en sorte qu'on se fonde sur l'intelligence collective plutôt que sur les peurs collectives. Et je pense que la forme de gouvernementalité, elle n'est pas achevée. Il faut qu'on réimagine des formes du politique qui améliorent, qui limitent les limites du geste démocratique. Et parce que si on s'arrête à juste l'idée que l'opinion de la majorité suffit, je pense qu'il y a quelque chose... Là, il y a une vulnérabilité fondamentale. C'est une question complexe, je veux dire, parce que... C'est une pente glissante. C'est une pente très glissante, parce qu'on peut être autoritaire sous prétexte du bien du plus grand nombre, oui. Et l'histoire l'a prouvé. Mais je pense qu'il y a un chantier pour les gens qui travaillent autour de la gouvernementalité, les chercheurs en sciences politiques, les historiens, pour réimaginer des formes du politique qui, justement, se fondent sur ce que nous avons éprouvé de meilleur dans l'histoire des communautés humaines. On arrive au terme de cet entretien. Felwine Sarr, on a parlé philosophie, poésie, on a rapidement parlé économie. On n'a pas encore parlé de musique et pourtant c'est un pan essentiel de votre vie. Ceux qui vous connaissent bien ne le savent peut-être pas, mais vous aviez un groupe de reggae quand vous étiez un peu plus jeune, avec lequel vous avez fait beaucoup de tournées. Et là, vous allez publier un nouvel album et vous avez eu la gentillesse, je crois, de vous filmer autour de vos futures chansons. On va en écouter quelques notes. Coming from the highest bodies, falling on my deep knees, blowing from the sands of love. Jerry, oh Jerry, falling on my deep knees. I never heard that you were knocking on the edge of the sea, going from the sands of love. Pour faire écho à ce dont on parlait au tout début de cet entretien, qu'est-ce que peut la musique, qu'est-ce que peut l'art dans le moment qu'on est en train de vivre collectivement? C'est un langage et une métaphore. La polyphonie réussit, quand elle réussit, c'est qu'elle a laissé la place à plusieurs voix, qu'elle leur a alloué leur juste place. Elle a reconnu la diversité des timbres, elle a ouvert le spectre, elle a permis un dialogue qui était tendu vers la beauté. Ça, c'est une métaphore du politique. Si le politique ou la politique s'inspire de la métaphore musicale, justement, elle a une autre manière d'articuler la pluralité, la diversité, etc., etc., les spécificités, dans le but tendu vers la plus grande vitalité du corps social et vers son plus grand achèvement. Donc il y a énormément de leçons que la musique peut donner à l'espace politique. Et l'espace politique devrait être un lieu de transformation collective, de métamorphose collective. Le travail sur le silence, le travail sur le langage, le travail sur la pluralité, le travail sur la quête de l'harmonie, comment on accorde les différences. Et ça, ce sont des savoirs que la musique donne. Donc la musique peut être un ordre, une source d'inspiration de comment la société est organisée. Et à titre personnel, c'est une ressource, un refuge, comme peuvent l'être les livres? C'est une grande ressource. Ça a été une grande école et une grande université. Donc ces groupes de musique, le groupe Dolé, toute mon expérience musicale m'a appris énormément de choses. À travailler en groupe, à articuler plusieurs histoires, plusieurs sensibilités, etc., etc., à trouver une voix juste, à trouver la place juste, à trouver le tempo juste, à chercher ce qui résonne, à chercher ce qui fait harmonie. Et après, on peut tenter de transposer cela dans d'autres espaces. Vous êtes atteint du tsundoku, vous aussi, ceux qui accumulent les livres. C'est un principe japonais, vous savez, ces piles qu'on accumule chez soi, mais qu'on lit jamais. Oui, mais en fait, je les accumule, je les lis, j'en rate quelques-unes, mais je trouve... Mais en fait, c'est plus des compagnons de route. C'est des gens avec lesquels je dialogue et qui m'offrent la possibilité de différents types de dialogues. Donc, du coup, ne sachant pas
quel sera le désir de la conversation. Lorsque je voyage, j'en emmène un certain nombre avec moi. Pour la possibilité du dialogue. Merci infiniment, Felwine Sarr, d'être venu ce matin sur le plateau de France 24. On peut vous entendre à partir du 19 octobre. Vous êtes l'invité du Centre Pompidou pour son festival d'automne. Premier rendez-vous avec Judith Butler. Je l'ai dit, tout le programme est sur le site internet du Centre Pompidou. Merci infiniment. Un grand merci. On va se quitter en musique. On se retrouve dans un quart d'heure. Et c'est Felwine Sarr, bien sûr, derrière le micro. A world rich, a kingdom of wisdom before I travel. Day of pain, rain of joy in my heart today. When I saw my daughter Nila, I'm an African man.